Bonjour et bienvenue à cette autre capsule sur l'enseignement de la grammaire. Je me présente, je suis Francesca Sinotte. Je suis chargée de cours au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et sans plus tarder, voici ma collègue Priscilla Boyer qui, elle, est une spécialiste de l'enseignement de la grammaire. Bonjour Priscilla. Bonjour! Priscilla, dans une précédente capsule, tu nous as parlé qu'il y avait plusieurs méthodes pour travailler l'approche inductive. Oui. Tu veux nous en présenter une particulièrement aujourd'hui? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Oui, c'est les chantiers d'études ou les chantiers d'orthographe. Donc, ce sont des méthodes vraiment inductives, hein. On observe des corpus aussi. Et ça sert en syntaxe, mais ça sert aussi beaucoup pour l'orthographe. L'objectif, c'est vraiment d'observer des régularités, mais dans un esprit un petit peu plus complexe. Donc, on mobilise dans les chantiers, ça le dit, hein, le terme chantier, on mobilise beaucoup de notions, beaucoup de ressources grammaticales chez les élèves pour résoudre le problème qu'on a choisi de travailler. D'accord. Puis là, je vais juste prendre un petit moment pour spécifier quelque chose. Tu as parlé de régularité. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Bien, en fait, c'est important de prendre conscience que le français, bien que ça soit très complexe comme orthographe, grammatical ou lexical, il y a quand même des règles. OK? Il y en a, elles sont complexes, mais il existe ces règles-là. Et qu'on pourrait traduire comme des régularités, c'est-à-dire que lorsque je veux exprimer un son ou un graphème, un phonème particulier, ben j'ai des régularités, des graphèmes qui vont revenir de façon régulière, puis je suis capable de comprendre dans quel contexte je vais utiliser tel graphème ou tel autre graphème. J'ai l'air de parler chinois, mais je vais essayer de donner un exemple, OK? Un exemple typique des difficultés d'élèves du primaire ou de certains élèves qui ont de la dysorthographie, par exemple, c'est le son « ic » à la fin des mots. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup d'élèves qui affectionnent écrire « magique » ici, puis « fantastique » ici, puis on a l'impression que c'est l'influence de l'anglais, mais pas nécessairement. C'est vraiment une tendance qui s'observe même chez des francophones qui sont très peu exposés à l'anglais, de terminer les mots par IC plutôt que IQE. Or, en français, les mots qui se terminent vraiment par IC, qui font le son IC, à la fin sont très, très rares. Tu sais, un IC, le trafic, le public, un diagnostic. On pourrait peut-être en sortir une dizaine, alors qu'il existe, je ne sais pas moi, 200, 300, 500 mots, là, je n'ai pas fait le compte, que, au contraire, ça s'écrit par IQE. Donc, il y a comme une régularité pour traduire le son « ic » en français. La régularité, c'est le IQE et l'exception, c'est le IC. Donc, si on commence par enseigner les régularités, on s'assure que les élèves vont commettre moins d'erreurs. Bien, déjà, c'est la porte qu'il faut faire. D'accord. C'est pour ça que ça fait longtemps que quand même les programmes au primaire puis les listes orthographiques maintenant sont fondées sur les régularités orthographiques. Okay. C'est beaucoup plus facile d'enseigner un bassin de mots qui s'écrivent de la même façon ou qui ont le même graphème représenté de cette façon-là, plutôt que de ne pas réfléchir, disons, à ce qu'on enseigne, puis que les élèves vont apprendre tous les mots individuellement dans un ensemble. Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Alors là, ça m'amène à te poser la question suivante. Là, tu nous as expliqué ce qu'est un chantier. Oui. Mais je ne vois pas tout à fait encore comment ça va se présenter tout ça avec les élèves. Effectivement. Ça m'amène, dans le fond, à dire pourquoi moi, j'affectionne particulièrement les chantiers. D'une part, parce que, bien, on le dit, hein, ça permet de traiter des régularités, ça permet de traiter de l'observation syntaxique, mais aussi de traiter des cas d'orthographe qui sont plus difficiles à traiter autrement. T'sais. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime cette activité, dans le fond, c'est que c'est une activité qui demande de la manipulation d'étiquettes. Donc, les élèves ont entre les mains, ils ont les phénomènes langagiers, puis ils peuvent manipuler se promener, même se lever. Donc, il y a quelque chose de très physique puis de très
tactile. Ça va y en J'imagine que tu vas me faire manipuler. Oui, fait que là, on essaie. Voici, je te donne les étiquettes qui sont là. Puis, ce que je te donne comme unique consigne, seule consigne, puisque tu es une adulte, tu es capable de le faire, Bien sûr. de le séparer en deux Corpus? deux corpus. Ah, Exactement. d'accord. 2 corpus différents. Alors, je vais commencer par les observer. Elle sent bon, il travaille fort, elle frappe fort, il est bon. Il a... il marche droit. Elle est forte, elle est droite, il est dur. Bon, il est dur, c'est la même chose, j'imagine. Parce qu'ici, on a un adjectif. Mhm. Alors, je continue. Elle est forte, OK. elle est droite, Parfait. il travaille dur, il marche droit, elle sent bon. Puis là, il y en a un qui doit aller là, j'imagine. Elle frappe fort. OK. Est-ce que j'ai bien défini tes 2 corpus? Ben, je pense que tu es sur une bonne lancée. Ah, je me suis trompée. Non, c'est pas trompé. T'es sur une bonne... Mais explique-moi, pourquoi est-ce que tu les as séparés comme ça? Ben, en fait, je me suis dit qu'il y en avait qui étaient des adjectifs, attributs. OK. Ça se dit encore, ça? Oui, c'est Adjectif, attribut. Puis l'autre était des adverbes. Puis comment tu as fait pour faire la différence entre adjectif et adverbe? Ben, il y en a qui s'accordent, puis il y en a qui s'accordent pas. OK. Prouve-moi-le, disons. Elle est forte, elle frappe fort. Ouais. Fait que là, ici, ça s'accorde, là, ça reste invariable. C'est ça, on dira pas elle frappe forte. Effectivement. Bon, ben, il est dur, il travaille dur. Puis là, ici, il s'accorde aussi. Ben, ça prendrait un L pour que ça soit, pour Oui, qu'il s'accorde. pour qu'il y ait la marque du féminin. D'accord. C'est super. Je t'arrête parce qu'on a compris le principe. Merci. Mais tu vois l'idée là, qu'on a, en fait, dans l'utilisation du corpus, c'est qu'on va amener les élèves à se promener, ils peuvent changer, ils peuvent se lever, puis physiquement, ils manipulent, en fait, les cartons de cette façon. Puis ce qui va être agréable avec les élèves, c'est qu'il n'y aura pas de caméra et de stress Exactement. associé, parce que là, j'étais vraiment stressée. OK, là, maintenant, tu m'as fait vivre Oui. une situation... Avec un peu de stress. Avec un peu de stress. J'imagine que ça s'insère dans une séquence d'enseignement. Oui, ça, c'est... Comment on organise tout Oui. ça, là? J'aime ça que tu m'amènes ce point-là parce que j'en ai pas parlé pendant la capsule précédente, puis je pense que c'est important de statuer ça. Pour moi, un bon enseignant, c'est un enseignant qui a une panoplie d'outils à sa disposition. Donc, il y a plein de méthodes ou de techniques qu'il peut mobiliser selon le contexte pour pouvoir arriver à susciter l'apprentissage qu'il souhaite chez ses élèves. Les approches inductives, ça en fait partie de ces outils-là. Donc, il va choisir quand il va l'utiliser, mais il va aussi insérer ça à l'intérieur d'une stratégie didactique. Donc, je veux que mes élèves apprennent à bien repérer les adjectifs. Tu sais, c'est ça mon intention de départ. Bien, je vais avoir une stratégie dans laquelle je vais d'abord m'assurer d'activer les connaissances antérieures de mes élèves, puis peut-être même de venir bousculer les représentations de mes élèves, comme on l'a vu là, avec le conflit cognitif puis la controverse. Fait que je vais faire une activité comme ça pour commencer la séquence. Puis l'activité d'induction, elle s'insérerait tout de suite après ça, où là, on manipule, on observe, on dégage certaines régularités du corpus avec les élèves. Et ensuite, il y aurait encore autre chose, parce que moi, je ne laisse pas mes élèves avec des observations Ensuite, on aurait d'autres activités qui viseraient davantage à consolider les apprentissages qui ont été réalisés, donc peut-être dans des exercices même bien traditionnels et éventuellement même dans la révision de leur propre texte et vers le transfert. Fait que, où ça se situe, là? Ça se situe après avoir bousculé un peu les connaissances de nos élèves, mais avant des activités sur le texte même ou en révision avec nos élèves. Le texte écrit des élèves, Exactement. les productions écrites. Parce que, tu sais, ultimement, le but, c'est que nos élèves soient capables de bien écrire leur texte ou de développer leurs compétences en français.
on veut qu'ils comprennent le fonctionnement de la langue, mais on veut aussi qu'ils soient capables de s'exprimer adéquatement. Avec notre objectif, c'est toujours qu'éventuellement, il y ait un transfert vers le texte, là. D'accord. Puis le rôle de l'enseignant dans tout ça, là, c'est comme tu nous as parlé de médiation tout à l'heure. Oui. Dans la première capsule, je parlais vraiment de cette question-là. Tu sais, une activité comme l'approche inductive, ça demande non seulement de la planification, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ça demande toute une attitude en classe qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de faire avec nos élèves. Tu sais, habituellement, notre élève pose une question, on va vouloir lui répondre. Ça, c'est même une impulsion, là, tu sais, de pouvoir expliquer les choses, dire les choses. Puis là, ben, il faut vraiment pas tomber dans ce piège-là. Quand on est avec des activités de manipulation comme ça, les élèves vont chercher à organiser le corpus, puis ils vont se tromper dans notre corpus, mais notre rôle, c'est pas de venir dire tu t'es trompé. C'est vrai, ça, oui, c'est pas vrai. Exactement. C'est plutôt d'accompagner la réflexion. Pourquoi tu les as séparés de cette façon? Qu'est-ce que tu penses? Des questions ouvertes. Exactement. Puis on se promène dans les équipes de cette façon-là pour laisser le temps de la découverte se faire. Parce que si tout de suite vous intervenez, ben dans le fond, c'est comme si vous aviez fait un enseignement direct, puis l'élève n'a pas eu le temps de faire son chemin vers la découverte. Sauf que c'est une ligne fragile. Il y a beaucoup de chercheurs qui réfléchissent sur la question de ce qu'on appelle le malentendu socio-cognitif. Donc, c'est l'idée, si je laissais mes élèves là, avec un corpus ouvert, classer le corpus un peu comme ils veulent, avec une consigne très, très ouverte comme je t'ai faite, là. Genre, sépare-moi ça en 2 colonnes, là. Bien, ça se peut que les élèves auraient pris les phrases puis auraient dit « Ah, ça, c'est toutes les L, ça, c'est toutes les L. » OK? Puis c'est pas une mauvaise classification. Ben non. Bon. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas là que je voulais que l'intérêt se porte. Je voulais que ça soit vraiment sur la classe du mot ou sur tel mot ou sur tel phénomène. Donc, c'est très important quand on a un chantier comme ça, parce qu'on manipule beaucoup d'étiquettes, c'est souvent une 50aine d'étiquettes à chaque fois, bien, qu'on ait une consigne claire. De départ. Oui, puis qu'il y ait un document d'accompagnement, même avec une gradation dans la réflexion de nos consignes, qui va jouer le rôle de guidage. Donc, nous, on ne peut pas être assis à la table avec les élèves pour les accompagner puis faire le guidage, parce qu'on a 10 équipes là, dans la classe à s'occuper. Donc, notre cahier, notre guide, notre document qu'on va avoir conçu va faire ça, va les amener à dire « Hey, et si tu effaces le mot, qu'est-ce qui se passe? Ah, et si tu déplaces le mot en début de phrase, qu'est-ce qui se passe? Et si tu le remplaces par telle chose, qu'est-ce qui se passe? » Donc, on va les pister vers des manipulations syntaxiques ou des observations. Puis là, les élèves vont faire « Ah, je peux pas l'effacer. Ah, je peux le déplacer. Ah oui, ah, mon Dieu, je peux le remplacer par ça. Ah, ben ça doit être ça, finalement, comme classe de mots. » Ils peuvent, à ce moment-là, utiliser des outils qu'ils ont déjà manipulés. Oui, oui, effectivement. Puis, tu sais, veut pas, c'est des... Tu sais, hein, les apprentissages grammaticaux sont spiralaires, là. Je veux dire, ils ont déjà vu les notions dans une autre année, puis il y a quelque chose qui se co-construit. Fait qu'ils ont des souvenirs sur lesquels ils peuvent s'appuyer, puis ils ont quand même fait une controverse constructive avant, ou un petit rappel des connaissances antérieures qui fait en sorte qu'ils l'ont en tête, là, la notion, là, malgré tout, là, tu sais, puis ils se posent des questions. Donc, c'est pour ça que dans certains domaines, on appelle ça aussi de la médiation socio-cognitive, là. Donc, il y a l'idée d'accompagner. Puis, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez tous lu votre Vygotsky, mais un concept qu'on utilise souvent à l'université auprès des élèves, c'est de parler de la zone proximale de développement. Oui. Puis, tu sais, l'espèce de petit espace où... Où c'est le confort. Oui, exact. Puis là, nous, on veut les amener un petit peu plus loin pour... À partir de ce qu'ils connaissent déjà. C'est ça. Puis de dire, ben je vais te pousser plus loin. En fait, les élèves seuls sont capables d'apprentissage. Mais nous, ce qu'on veut, c'est leur faire dépasser cette zone confortable où là, on va, par la médiation, leur permettre d'aller plus loin. Puis, pour moi, c'est tout l'art d'enseigner, finalement. À quoi sinon on sert? Donc, nous, on sert à faire en sorte que ça pousse un petit peu plus loin nos élèves vers le haut, là, dans notre guidage qu'on est capable de leur offrir. Et donc, des activités comme des chantiers, bien, ça prend du temps à planifier.
parce qu'on doit l'anticiper, ce guidage-là. On n'est pas assis à la table, puis avec les interactions des élèves. Donc, on doit anticiper où les interactions des élèves vont aller dans notre guide d'accompagnement et faire en sorte de le canaliser vers la mère. Mais est-ce qu'il existe des outils sur lesquels un enseignant peut s'appuyer si elle décide de plonger dans une conception de cet ordre? C'est ça. Il existe sans faire de pub, là, mais il existe des outils pour les enseignantes du primaire, enseignantes du primaire, où on a des activités d'induction, des activités ou des petits chantiers qui ont été conçus. Mais des activités pour le secondaire, c'est moins... c'est éparpillé. Okay? Ça demande un peu plus de recherche. Par contre, là où je peux pister les enseignants, c'est que c'est pas compliqué de penser à en concevoir une. Et on a des outils à notre portée, en particulier pour l'orthographe ou la conjugaison, par exemple, ça prête super bien à la conjugaison. On a des outils qui nous permettent de concevoir ces corpus-là. Comme un dictionnaire, par exemple? Oui, bien, un dictionnaire électronique. Oui. Parce que le dictionnaire électronique, tu sais, si je donne l'exemple d'Antidote ou du Zito, vous pouvez faire des recherches dans ces outils-là en disant moi, là, j'ai constaté que mes élèves ont beaucoup de difficultés avec le son aïe. Aïe, OK? On est au secondaire, ça devrait plus être un problème, mais pourtant, ils n'arrivent pas à écrire « je travaille » comme il faut, puis ils n'arrivent pas à écrire « médaille », puis « chandail », puis écureuil, puis tous les sons à la fin du mot, parce que on dirait que des fois, ils doublent le L, L, puis des fois, ils mettent juste un L, puis ils savent pas trop quand faire ça. Puis tu dis, moi, je pense que je pourrais peut-être faire un chantier pour ça. Fait que vous avez juste à rentrer dans Antidote une petite étoile avec le son « aïe », puis demander à Antidote de vous sortir tous les mots qui sonnent en « aïe ». Et là, ben, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que tous les mots qui sont A-I-L sont masculins et que tous les mots qui sont A-I-L-L-E sont féminins. Alors, si je décide de faire d'organiser des étiquettes telles que tu les as présentées tout à l'heure, les élèves vont induire cette règle-là. Puis quand ils ont induit, j'imagine qu'il va toujours en avoir au moins un ou deux dans la classe, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Mais on clôt l'activité? Oui, puis c'est vraiment très, très important de faire en sorte que on a une activité de clôture où on va amener les élèves à verbaliser leurs observations. Tu sais, on se rappelle, là, j'ai parlé beaucoup de cette étape-là dans les approches inductives de façon générale. Fait que oui, on fait observer le corpus aux élèves avec les sons I, A, là, par exemple, mais après, il faut que les élèves concrétisent cet apprentissage-là quelque part. Donc, ils écrivent, je sais pas, ça peut être les affiches en classe, les cartes mnémotechniques, ou je sais pas trop comment on appelle ça, là, une espèce de carte de procédure là, qui ont beaucoup, là, en tout cas. Toi aussi, ça t'échappe. Les tableaux d'ancrage. Exactement, tableaux d'ancrage, affiches en classe, cahiers de notes, peu importe, mais il faut amener les élèves à verbaliser ce qu'ils ont généralisé. Donc, ce sont eux qui, d'une certaine façon, vont créer la règle. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, c'est qu'au lieu d'apprendre les mots en I, A individuellement, puis d'encombrer la mémoire de cette façon, bien, ils apprennent la régularité. Puis là, quand ils rencontrent un fenouil, ils mettront pas LLE. Ils mettront pas LLE parce que c'est masculin, puis ils savent que le son OI comme I, comme A, ben c'est 2 LE pour le féminin, puis un seul L pour le masculin. Donc, il y a un gain énorme de temps. Ben oui. En parlons encore de temps. Exactement. Mais ça fut fort intéressant, chère Priscilla, cette capsule. Et là, on va discuter hors caméra des prochaines à venir. Oui, je vais te faire ton petit chantier. Là. Oui, merci Il me beaucoup. semble qu'on pourrait compléter. Merci. À la prochaine.